On enlève notre masque après, c'est parti. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, alors bienvenue, on espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Surtout, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si jamais il y a un problème technique. Donc pour nous présenter rapidement, je suis Claire, je suis directrice de projet au sein de l'agence Adveris et je suis accompagnée ce soir de Margot. Enchantée. Qui est donc... Je suis chef de projet digital chez Adveris. Voilà, donc on va vous faire une présentation sur la vie d'un projet digital, notamment au sein d'Adveris. Je vais d'abord vous présenter dans les grandes lignes un petit peu ce que c'est Adveris, ce que c'est et comment on fonctionne, ce qu'on fait et comment on fonctionne. Et Margot rentrera après plus dans le détail d'un cas projet spécifique sur lequel elle a travaillé. Voilà. Donc j'enlève mon masque, Margot est maintenant à plus d'1 mètre de moi, donc ça sera quand même mieux. Alors pour vous expliquer Adveris dans les grandes lignes ce qu'on fait, donc ça fait une dizaine d'années qu'on existe maintenant, même un peu plus de 10 ans. On est une cinquantaine de personnes en interne et donc on est agence conseil et en stratégie et création digitale. On a la particularité d'avoir tous les corps de métier intégrés, donc on intervient avant la création d'un site web, donc en conseil et planning stratégie, et ensuite on intervient sur tous les métiers qui vont de l'UX au design, la partie aussi contenu, brand content, et enfin évidemment le développement pur, et on accompagne aussi nos clients sur toute la partie web marketing, social media pour la génération du trafic sur les sites. On est vraiment présent aussi au niveau des grandes plateformes design du web, notamment sur Awards. On a 3 personnes au sein de l'agence qui font partie du jury Awards, soit Awards Junior. Et au-delà de la reconnaissance que ça nous permet, nous, d'avoir en tant qu'agence, ça nous permet aussi d'être tout le temps nourris de ce qui se fait de mieux dans le web et de nous enrichir aussi de tout ce qu'il y a de mieux dans le web. Quelques exemples de nos clients. Donc là, on a, vous pouvez voir, on a mis parmi les plus grandes références. Donc on a un peu un panel vraiment varié de clients. Donc il y a de la banque assurance avec Banque Populaire, Groupama, BPI France. Il y a de l'agroalimentaire avec Marie Morin, Nestlé, entre autres. On peut voir aussi le musée Grévin qu'on a accompagné pendant de nombreuses années sur sa stratégie digitale. Alors maintenant pour rentrer plus concrètement, donc Margot, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors pour l'instant pas de questions. N'hésitez pas à nous en poser si vous avez besoin dans le chat, j'alerterai Claire. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et je les reprendrai peut-être au fur et à mesure de l'intervention. Alors, la vie d'un projet, concrètement, il y a 5 grandes étapes. Donc, il y a tout ce qui va se passer avant le développement, avant même qu'on fasse une ligne de code. Il y a déjà plein d'étapes sur lesquelles on travaille. Donc, il y a toute la conception UX. Donc, concrètement, c'est qu'est-ce qu'on va te mettre dans le site et comment on va l'agencer. Et on va vraiment réfléchir en termes d'utilisateurs. Ensuite, il y a la création de contenu, c'est clairement qu'est-ce qu'on va dire dans ce site. La création graphique, c'est à quoi il va ressembler. Et ensuite, on passe vraiment à la partie technique et ensuite toute la phase de recettage et mise en ligne. On va aller voir maintenant plus en détail chaque étape pour vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc la première étape, comme je disais, c'est toute la partie UX. Donc la partie UX, on va vraiment se concentrer sur l'utilisateur et on va travailler avec le client sur l'arborescence concrètement. Comment on va agencer nos contenus et quelles vont être les grandes entrées sur notre site. On va travailler avec lui aussi sur tout ce qui va être parcours utilisateur. Donc concrètement, on peut définir des personas. Donc quels sont mes utilisateurs types et comment ils vont venir, par où ils arrivent sur mon site, où est-ce que je veux les emmener. Donc ça, c'est vraiment toute la définition des parcours d'utilisateurs. Donc ça, c'est un travail vraiment d'échange. C'est un gros travail qui se fait avant... en tout début de projet, c'est vraiment un échange avec le client, parce que c'est a priori lui qui connaît mieux ses clients et ses utilisateurs que nous. Donc c'est lui qui va nous nourrir vraiment de tout ce qu'il sait, de toute la connaissance qu'il a de ses cibles. De cette phase-là, on en sort donc une arborescence et on travaille aussi sur des wireframes ou maquettes fonctionnelles, c'est la même chose. On définit ensemble donc des gabarits de pages, donc quelles sont les pages principales du site et on construit des wireframes. Donc un wireframe, Margot vous montrera
vous montrera tout à l'heure, mais un wireframe, concrètement, c'est une page en noir et blanc et c'est des blocs. Voilà, sur cette page-là, je veux qu'il y ait... Alors, sur une homepage, par exemple, sur cette page-là, ma homepage, je veux que à l'entrée de ma page, il y ait un header avec un visuel ou une vidéo. Ensuite, je veux dire que j'ai des actualités à mettre en avant vraiment tout de suite dès ma homepage, donc je veux tout de suite montrer mes actualités. Donc, il y a un bloc actualité. Ensuite, peut-être il y a un bloc rapidement qui présente l'entreprise en quelques lignes pour inviter ensuite à aller découvrir plus d'informations sur l'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment un canevas de chaque page, enfin de chaque grand gabarit, on va dire, qui va vous permettre de dire, de définir concrètement ce qu'il y aura dans chaque page. Et à cette étape-là aussi, on intervient sur toute la partie spécification fonctionnelle. Donc spécification fonctionnelle, concrètement, c'est et pour le client, mais c'est et surtout pour les devs aussi. C'est je prends chaque page et je prends chaque bloc de page et comment il fonctionne. Comment il s'affiche, pourquoi il s'affiche comme ça. Si je clique, qu'est-ce qui se passe, d'où viennent les informations qui s'affichent dans ce bloc, dans mon back-office, d'où est-ce que ça vient, comment ça doit s'afficher, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un travail assez conséquent en début de projet, mais qui vraiment permet de poser les bases de votre projet, de votre site, et avant même de penser au design et avant même de penser au code, si vous n'avez pas fait ça, eh ben, c'est pas la peine concrètement. La deuxième étape, c'est la partie contenu. Donc, c'est bien beau d'avoir dit, bah voilà, dans telle page, je veux mettre, par exemple, dans ma page entreprise qui présente mon entreprise, bah, j'ai défini qu'il y aurait 3 blocs et une vidéo. Ok, très bien. Mais qu'est-ce que je mets dans ces blocs? Qu'est-ce que je raconte? Quel est le message que je veux faire passer? Au-delà du message que vous voulez faire passer, il y a évidemment aussi maintenant un enjeu référencement naturel, c'est-à-dire qu'on va travailler vous aussi avec les clients sur votre liste, sur les mots-clés. Concrètement, quels sont les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner et comment on va travailler ces contenus pour que vous puissiez remonter au mieux dans les requêtes tapées par les internautes sur ces mots-là. Au-delà du texte, on peut aussi vous accompagner les clients sur de la photo ou de la vidéo. Typiquement, un client qui vient et qui a un schéma qui explique en 10 étapes ou en 5 étapes son process de fabrication, par exemple, dans l'agroalimentaire, on peut avoir ce genre de demande. Plutôt que de faire un schéma, on va peut-être lui proposer un motion design. Parce qu'une vidéo, déjà, c'est plus interactif, c'est plus dynamique, et puis on passe le message peut-être de façon plus claire qu'un schéma qui va peut-être avoir beaucoup d'informations qu'on va avoir du mal à lire, alors qu'un motion permettra de fluidifier le discours et de simplifier le discours. Alors, on a une question de Sylvie qui nous demande: est-ce qu'on réutilise des modèles de slides déjà créés? Alors, du coup, pour répondre à la question de Sylvie qui demande si on a des modèles de sites, si on réutilise des modèles de sites déjà créés, non. Concrètement, à chaque fois, on repart de zéro. Margot vous montrera après, mais une des technologies principales avec lesquelles on travaille, c'est WordPress. Et WordPress, vous avez effectivement la possibilité de partir d'un thème déjà existant et d'adapter ce thème. Mais concrètement, nous, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est vraiment, on part de WordPress, certes, mais le WordPress pour nous c'est une coquille vide, on s'en sert comme support technologique, mais par contre en termes de fonctionnalité, de graphisme, on repart complètement de zéro et on personnalise entièrement tous les sites. J'espère que ça répond à la question de Sylvie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet? Ouais, c'est horrible. On peut enchaîner. Je vais enchaîner. Donc la troisième étape, c'est la partie création graphique. Donc une fois que vous avez bien défini avec votre client quels sont vos gabarits principaux, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans et quel message vous allez faire passer dans vos pages, on passe à la partie graphique. Donc là, on a encore besoin
du client à ce moment-là, puisque c'est lui qui va nous expliquer l'image qu'il veut donner à son site et l'image que son site doit refléter. C'est lui déjà qui va nous briefer sur sa charte graphique. On a souvent des clients qui ont déjà une charte graphique, donc on a plus ou moins de liberté selon le client. Certains clients sont des startups qui se lancent. Des fois, il n'y a pas de charte graphique encore, donc on peut aussi intervenir sur la partie logo et définition de charte graphique en l'occurrence. Mais là, concrètement, on a encore besoin du client et on le sollicite encore sur cette partie-là. On travaille d'abord une maquette de homepage qui va être la page d'accueil du site, la page principale sur laquelle on va se focaliser au début. Et une fois qu'on est d'accord sur cette page d'accueil, on va décliner ensuite les autres gabarits de page sur le principe graphique qu'on a défini en page d'accueil. Donc là, après, c'est tout simplement des itérations avec le client. Le fait d'avoir travaillé sur la partie contenu avant, ça nous aide, entre guillemets, parce que ça nous permet d'intégrer directement le bon contenu du client, ce qui facilite toujours ça facilite pour le client le fait de pouvoir se projeter. Il se projette plus facilement si c'est ses vrais contenus. Des fois, on a zéro contenu, on met que ce qu'on appelle du lorem ipsum, donc c'est vraiment du texte, c'est des blocs de texte en latin, mais qui n'ont pas de sens. Mais quand on a tout le contenu du client, c'est vraiment mieux, en tout cas mieux pour lui aussi, pour pouvoir se projeter. Il faut savoir que la partie création graphique, c'est souvent une étape importante pour les clients, parce que justement, c'est là où vraiment ils se rendent compte de « Ok, mon site va ressembler à ça ». Toute la partie qui est avant, notamment la partie maquette fonctionnelle, c'est souvent un peu compliqué pour clients, parce que comme je vous le disais, ce sont des blocs de noir et blanc. C'est pas facile de se projeter. On a souvent des clients qui ont du mal un peu à se projeter sur le rendu, mais quand on passe en maquette graphique, vraiment, ils se disent « Ok, c'est ça, on va partir là-dessus et ça va ressembler à ça ». Donc là, on travaille donc avec des UI designers qui réalisent les maquettes et on livre aux clients. On utilise un logiciel qui s'appelle InVision dans lequel on va venir charger toutes nos maquettes graphiques. On peut déjà créer des liens entre les différentes pages, rendre le menu interactif, créer, si on a des boutons, les rendre cliquables et ainsi de suite pour permettre aux clients aussi de naviguer un petit peu. Alors forcément, c'est pas codé, ça reste juste un JPEG entre guillemets, mais ça lui permet aussi de voir un petit peu les interactions et de voir comment l'internaute final pourrait naviguer dans son site. Alors, on a une question de Selma qui a dû poser la question pour la partie wireframe, mais ça peut aussi être valable pour la partie maquette graphique, qui demande si on utilise Canva pour faire soit les wireframes, soit les maquettes graphiques. Alors, du coup, pour répondre à la question de Selma, non, on n'utilise pas Canva, on utilise un autre logiciel. En l'occurrence, on utilise Sketch. Côté gestion de projet et côté UX designer, on travaille sur Sketch. On fait nos maquettes fonctionnelles sur Sketch. Et côté graphisme, ils font aussi la maquette graphique sur Sketch. Et comme ça, on a tous le même logiciel. Et notamment, si dès les maquettes fonctionnelles, par exemple, on a rentré les vrais contenus, ça leur permet de récupérer plus facilement le contenu. Ils n'ont pas à faire de copier-coller, ils n'ont pas à repartir d'un Word ou autre, ils peuvent récupérer directement. Voilà. Ensuite, on a une question de Zouer qui nous demande si on travaille uniquement sur WordPress ou si on utilise d'autres technos. Alors du coup, pour répondre à la question de Zouer, effectivement, je vous montrerai quelques sites sur lesquels on a travaillé. Nos technologies principales sur lesquelles on intervient, donc comme je vous le disais, effectivement, il y a WordPress. On fait aussi des sites sous Symfony, qui est donc un framework PHP. Et on travaille aussi sur une partie e-commerce, donc notamment avec PrestaShop. Et après, on peut travailler sur d'autres technologies du type Drupal ou Magento. Mais les technologies principales sur lesquelles on travaille, c'est effectivement WordPress, Symfony, PrestaShop. Et en e-commerce, en l'occurrence, au-delà de PrestaShop, on peut aussi faire du WooCommerce. Ensuite, on a une question de Sylvie qui nous demande si les clients peuvent tous héberger WordPress sur leur hébergeur. Sur leur serveur, pardon. Alors, pour la question de Sylvie concernant les serveurs, nous, on n'héberge pas les sites de nos clients, effectivement. On recommande à nos clients de passer notamment par OVH, et on leur recommande une offre, mais on n'a pas d'intérêt chez OVH. C'est juste qu'on a fait un benchmark et qu'à l'heure actuelle, OVH est le premier ou deuxième hébergeur mondial ou européen, il me semble, je ne sais plus. Oui. J'ai un doute. Mais du coup, voilà, nous, on fait une recommandation auprès de notre client.
Après, le client, il suit ou suit pas notre recommandation, peu importe. Mais en tout cas, nous, effectivement, si le client décide à son propre hébergement et nous dit, bah voilà, moi j'ai cet hébergement-là et je veux pas en changer, on va lui demander quel hébergement il a, quelles sont les caractéristiques techniques de son serveur. On va lui demander les accès et nous, on va venir vérifier si effectivement c'est bien compatible et si on pourra bien venir déposer le site au moment de la mise en ligne. Ensuite, on a une question de Selma qui nous demande comment on fait pour définir le prix de nos prestations. C'est une grande question, Selma. Alors, il faut savoir que chez Adveris, tout ce qui est tout ce qu'on appelle newbies et définition, établissement des devis, c'est pas géré par les chefs de projet, c'est géré justement par le pôle newbies. Le devis, il est fait, clairement les directeurs de clientèle échangent avec les clients, établissent le besoin, établissent déjà une première arborescence qui peut être amenée à évoluer, mais en tout cas de cette première arborescence, ça permet de définir un nombre de gabarits. Après, même si l'arborescence elle évalue, on reste normalement dans l'enveloppe, dans le nombre de gabarits qu'on a défini au moment de la signature du devis. Et en fait, c'est le nombre de gabarits qui détermine, j'ai envie de dire, quasiment toute la suite des postes, puisque le nombre de gabarits va permettre de déterminer combien de temps on va passer pour les maquettes fonctionnelles, combien de temps on va passer pour les maquettes graphiques, combien de temps on va passer en dev, en intégration et ainsi de suite. Et après, au-delà de ça, au-delà du nombre de gabarits, peut venir s'ajouter également des fonctionnalités particulières. Typiquement, un WordPress, vous pouvez quand même lui ajouter plein de fonctionnalités particulières, des interfaçages avec des API, un moteur de recherche. Qu'est-ce que j'ai pas d'autres exemples là. Oui, généralement voilà, interfaçage. Ça peut être aussi, vous avez typiquement Margot a eu le cas il y a pas longtemps pour une maison d'édition, il a fallu venir importer tout le catalogue des livres. Des livres et d'auteurs, effectivement. Voilà. Donc voilà, après il y a au-delà du nombre de gabarits, voilà, c'est les particularités, les fonctionnalités spécifiques demandées par le client qui vont permettre d'établir le devis. Enfin, on a une question de Marco qui nous demande si on utilise simplement InVision pour les prototypes ou si on utilise aussi Figma. Alors non, on n'utilise pas Figma pour l'instant. Effectivement, on est sur InVision et sur Sketch. Effectivement, Figma revient très régulièrement, mais pour l'instant, on n'y est pas passé. C'est bon pour les questions? Je pense qu'on a fini pour les l'instant. questions. Très bien. Alors, une fois qu'on a fait donc maquette fonctionnelle, contenu, maquette graphique, on va passer au développement. Donc c'est la période où on va un peu lâcher le client, on va avoir moins besoin de le solliciter et concrètement la charge de travail elle va revenir chez nous côté gestion de projet et du coup côté dev forcément où là concrètement il va falloir passer à l'intégration des pages, au développement des fonctionnalités, au développement du back-office. Un WordPress, plusieurs d'entre vous ont l'air de connaître, donc vous savez qu'un WordPress, on peut rendre administrable à peu près tout, si on veut. Après, tous les clients n'ont pas besoin que tout soit administrable, mais en tout cas, il y a un gros travail de back-office. La même chose sur Symfony, il y a un gros travail alors back-office et développement back, pour le coup. Donc on va et là le rôle du chef de projet c'est vraiment de suivre les devs. Effectivement il est moins en contact avec le client mais c'est pas pour autant qu'il se passe plus rien pour le chef de projet puisqu'il va devoir briefer les devs en début de projet, faire des points réguliers pour savoir les avances, pour savoir où ça en est et commencer lui à faire une première recette et quand je dis une recette c'est sur desktop, c'est aussi sur mobile, c'est aussi sur tablette et peut-être même éventuellement commencer à intégrer des contenus pour vérifier justement que le back-office et le front-office fonctionnent bien et que ce qu'on renseigne en back s'affiche bien en front. Et côté dev, il peut y avoir aussi, c'est là aussi on va travailler les animations, donc on va d'abord se concentrer sur la partie intégration, développement et ensuite en fin de projet on va venir mettre une petite couche d'animation plus ou moins importante en fonction de ce qui a été défini avec le client et de ce qui a été vu aussi en créa. Alors, on a une petite question de Zouer qui revient un petit peu sur la partie spécification fonctionnelle. Oui. Donc, quel outil on utilise pour rédiger les specs ?
Alors, Zouer, l'outil pour rédiger les specs, c'est Word. Il n'y a pas de, il y a pas de secret, enfin, il n'y a pas de grand mystère. Concrètement, alors c'est Word pour plusieurs raisons. Déjà, c'est Word parce que c'est accessible à tout le monde. C'est Word parce que ça nous permet aussi voilà, on fait des captures d'écran. Généralement, en fait, on prend une page et on la découpe bloc par bloc et bloc par bloc, on explique comment ça fonctionne. Voilà. Et comme c'est aussi un document qu'on envoie au client, faut que ce soit un document. Alors, on l'enregistre en PDF certes, mais il faut que ce soit un document auquel le client peut avoir facilement accès. Pas d'autres questions pour le moment. Ok. Alors, une fois qu'on a fini cette partie développement technique, on rentre dans la dernière phase, qui est la phase de recette et mise en ligne. Donc, il y a déjà une recette interne qui a été faite un peu avant, parce que, en fait, à la fin de l'intégration et du développement par les devs, on envoie ce qu'on appelle un site de pré-production. Donc, typiquement, nous, nos sites en pré-production, c'est le nom du projet .adveris.fr. Donc accessible via un acheter accès, c'est pas accessible par tout le monde. Et donc on envoie au client et c'est au client par la suite, là on fait réintervenir vraiment le client pour que lui recette. Donc c'est à lui aussi de rentrer dans son site, de rentrer dans son back-office, de tester que tout fonctionne, que tout s'affiche bien, d'éventuellement nous faire part de bugs s'il y en a, mais peut-être qu'on va se rendre compte que y a on voudrait changer un petit truc sur une page à l'usage. Bon. Mais en tout cas, c'est là où le client revient dans la partie pour suivre la fin du projet. Et une fois que le client nous donne son accord, on s'occupe nous de la mise en ligne. Donc comme je le disais tout à l'heure quand on parlait des serveurs, nous on a demandé avant au client les accès à son serveur. On a vérifié avant la mise en ligne qu'on avait bien accès, qu'on pouvait bien venir déposer le site. Et le jour J, le client nous signe ce qu'on appelle un PV de mise en ligne. Et le jour J, on lui dit, on vient poser le site sur le serveur, tout simplement. Et ensuite, normalement, quasiment à chaque fois, on a aussi la main sur les noms de domaine pour faire la bascule des DNS. Si jamais il y a eu un changement de serveur, on gère aussi cette partie-là. Et du coup, là, à partir de là, le site est en ligne et normalement, on peut y accéder directement. Alors, on a une question de Laetitia qui nous pose une question sur l'espace admin. Donc, qu'est-ce que vous entendez par mise en place de l'espace admin ? Ce n'est pas celui de WordPress. Ce que je proposais pour Laetitia, ce serait que je lui montre dans la seconde partie en back-office pour que ça soit un peu plus clair pour WordPress. Oui, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous, le WordPress, on va complètement le customiser. Il n'aura rien à voir avec un WordPress de base que vous auriez pu installer directement vous-même. On va complètement customiser et toutes les pages et tous les champs ACF et toutes les fonctionnalités en fait. Margot vous montrera effectivement tout à l'heure des exemples un exemple en l'occurrence de back-office WordPress pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et on a une question de Sylvie qui nous demande en temps homme, globalement, combien de temps il faudrait pour un projet. J'imagine qu'on pourrait partir sur un projet classique, Sylvie Trim. Un projet classique, concrètement, ça prend en moyenne 3 à 4 mois. C'est quand même ça prend 3 à 4 mois au-delà du fait du temps que dont nous on a besoin pour faire les maquettes fonctionnelles, pour faire les specs, pour faire les maquettes graphiques et ainsi de suite. Il faut tenir compte des impératifs du client aussi. On a certains clients qui sont hyper réactifs et sur lesquels on peut un peu compresser les délais, mais le retour d'expérience c'est que c'est en moyenne 3-4 mois parce que souvent côté client il y a des schémas décisionnaires dont nous on est dépendant et sur lesquels on n'a pas la main. Nous, on peut avoir par exemple un responsable, une personne de la communication qui est notre interlocuteur principal sur le projet et avec qui on avance, mais pour autant les décisions, typiquement faire valider des specs, faire valider des maquettes graphiques, ça peut passer au-dessus. Donc il y a des délais sur lesquels on n'a pas la main et quand on construit nos plannings, on tient compte aussi de ça. Alors après, on connaît plus ou moins nos clients, donc on peut adapter, mais la moyenne c'est 3-4 mois. C'est bon ? Oui.
Le dernier aspect sur lequel Adveris intervient, c'est toute la partie web marketing. Donc on a différents aspects du web marketing. On a tout ce qui va être fait pendant la conception et la création du site, donc notamment avec toute la stratégie de référencement naturel sur laquelle on peut accompagner nos clients. Si c'est une refonte de site, on va aussi travailler sur un plan de redirection 301, c'est-à-dire faire en sorte que les anciennes URL du site, quelqu'un qui aurait gardé ou qui aurait gardé en favori par exemple une URL de notre ancien site et sur le nouveau site c'est pas tout à fait la même URL, il faut qu'il puisse accéder à la nouvelle page. Donc ça c'est ce qui est fait vraiment au moment de la création et de la mise en ligne du site. Et au-delà de ça, on intervient aussi sur tout ce qui est génération de trafic. Donc ça passe par du Google AdWords, ça passe par de la stratégie social media, du retargeting et tout le panel d'outils de génération de trafic. On a une petite question de Paul sur la slide précédente qui nous demande si on faisait aussi des applications. Alors, applications, on en a fait quelques-unes, mais ce n'est pas notre cœur de métier. On n'a pas les développeurs en interne. Après, on peut quand on l'a fait, on est intervenu sur toute la partie justement conception et maquette graphique. Et ensuite, on a drivé les développeurs, mais on n'a pas de développeurs en interne sur la partie app. Pas d'autres questions. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation et justement, on a pris un exemple un peu dans chacune des technologies pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas forcément vous les montrer sur le net en direct, mais par contre, n'hésitez pas à aller les voir, vous, de votre côté. Donc le premier, c'est effectivement la laitière. Donc la laitière, grande marque agroalimentaire qui est connue de tous normalement, je pense. On a intervenu pour refondre le site complet de la laitière et mettre en avant leur nouveau positionnement. Et ça, typiquement, ce site-là, c'est un WordPress. Donc vous voyez, il est en termes graphiques, il est complètement, là on voit que le haut de la home, mais en tout cas il est complètement adapté. Il a sa propre navigation. Il a de mémoire, je crois, il y a une animation sur la home, non ? Vous avez deux encarts différents sur la home. Il a été un peu revu. Il y a récemment même une bannière également sur la home, mais après on fait évoluer, par exemple là le site est sorti il y a 1 ou 2 ans et après on le fait évoluer en fonction des besoins des clients, là notamment avec leur marque bio qui vient de sortir mise en avant. Donc c'est effectivement aussi la laitière, typiquement on a travaillé à la base sur leur site, mais on travaille toujours avec eux et on fait évoluer le site en fonction de l'actualité de la marque. Le deuxième, c'est Wild and the Moon. Wild and the Moon, donc c'est un spécialiste du green fooding, qui propose des programmes détox, entre autres. Je vous laisserai aller voir ce qu'ils font en détail. Et ça, c'est un PrestaShop. Donc là, pareil, le PrestaShop, il est complètement customisé et spécifique vraiment à la marque. Il faut savoir en plus que Wild and the Moon a la particularité de proposer des produits ultra frais. Donc on était vraiment sur des contraintes, et notamment de livraison, dont il fallait tenir compte en fonction des produits achetés. Les produits n'ont pas forcément les mêmes contraintes de livraison parce qu'il y a frais, ultra frais. Je n'ai pas toutes les contraintes en tête, mais en tout cas, il y avait une spécificité vraiment sur ce site de pousser l'outil et de pousser PrestaShop au maximum sur la partie gestion de la livraison. Celui-ci, c'est Free2Move. Free2Move, donc, est une marque du groupe PSA. Là, c'était le site, c'était une plateforme en fait pour le site de présentation de la marque. Il y a aussi un intranet pour les vendeurs. Il y a de la souscription en ligne. Il y a un interfaçage avec le RP de PSA. Là, par contre, c'est un site qui est conséquent, notamment en termes de fonctionnalités. Et là, on n'est pas parti sur du WordPress, on est parti sur du Symfony parce que ça demandait vraiment des développements spécifiques sur lesquels, qu'on n'aurait pas pu faire sur WordPress. Et là, on est vraiment parti de zéro avec un Symfony. Et le dernier, c'est Musée Grévin. Donc Musée Grévin, là, pour le coup, c'est un Drupal. Et là, pareil, alors la problématique du Musée Grévin, c'était vraiment de revoir tout son positionnement et de revoir complètement le parcours utilisateur via son site web. Et vraiment, leur volonté, c'était vraiment d'avoir quelque chose de très immersif. Donc c'est un site où il y a beaucoup de contenu interactif, une forte identité visuelle et avec aussi toute la plateforme d'achat de billets qu'on peut faire en ligne. Est-ce qu'il y a encore des questions ?
Sinon, après, je passe la parole à Margot. Alors, il y a Selma qui nous demande quelle est la stratégie de communication qu'on adopte. Ce que je propose à Selma, c'est qu'on leur réponde à toutes les questions génériques sur l'agence Adveris en fin de live. Pour recentrer, si vous voulez, les questions autour de l'agence. Et comme ça, je vous présente l'étude de cas. Ok. Là, je te passe le relais. Alors, donc, bonjour à tous, on s'est vu en tout début de live. Je vais vous présenter une étude de cas, donc un site internet sur lequel j'ai travaillé. Hop, donc, il s'appelle Cassium. Cassium, c'est un site de décoration, enfin d'objets de décoration lunaire. Donc sur tout ce qui est astronomie, c'est des petits entrepreneurs qui ont mis en place un système de sélection d'objets, d'artistes spécialisés, qui ensuite proposent leurs produits par le biais de ce site. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes que Claire vous a détaillées. En commençant par la partie maquette fonctionnelle, donc la toute première étape du site. Hop. Alors, attendez. Hop. Je vous mets ça ici. Hop. Et là, vous avez tout. Donc là, on a commencé par les maquettes. Hop. Je laisse Claire passer. C'est très pratique. Alors, on a commencé par la première étape, donc les wireframes. L'idée, c'est de montrer au client à quoi va ressembler son site et valider la structure, comme Claire vous l'a dit. Donc, premièrement, on a fait une page temporaire en attendant que le site sorte. Donc là, comme Claire vous expliquait un petit peu plus tôt, on fait des maquettes qui sont complètement, qui sont non colorisées, c'est-à-dire qui sont en noir et blanc et qui permettent de valider les différents blocs. Je vais vous montrer. Hop. Donc si je passe par exemple, là c'était la home page, donc c'est la première page qu'on fait en wireframe. Et donc vous avez, normalement vous voyez bien l'écran, donc vous avez généralement le menu qu'on sélectionne en fonction du besoin du client avec les bons intitulés. Et ensuite on part sur nos recommandations en commençant par exemple une banner en pleine page avec un titre, un texte, un bouton d'action pour inciter au clic. Et ensuite, en faisant défiler au fur et à mesure les pages, on a par exemple la mise en avant de la collection avec un slider. On a également la mise en avant de l'entreprise, ce qu'elle fait, un petit texte récapitulatif, puis ensuite un bouton. L'idée, c'est qu'on fasse toutes les maquettes. Donc là, par exemple, on a fait la home, mais on a également fait la page collection avec un item à mettre en avant sur la collection 2019-2020. Les objets un par un qu'on peut mettre en avant. Hop. On a également fait la page collection détaillée où vous pouvez acheter en ligne l'objet. Donc on détaille en fait tous les gabarits qui sont vus dans le devis en avant-vente. On les détaille à ce moment-là pour valider avec le client que tous les blocs dont ils ont besoin, toutes les informations nécessaires pour chaque page soient mises sur ces maquettes. Je peux vous montrer jusqu'au bout. Donc là, c'est la page Cassium, donc le détail de la marque. Le site Cassium, si on peut globaliser un petit peu, c'est un site vitrine assez simple. Il n'y a pas de e-commerce. C'est vraiment un site qui permet de donner tous les détails de la gamme. Et ensuite, on bascule sur soit une plateforme externe, soit un formulaire de contact pour acheter les objets de la collection. Donc vous avez tous les blocs, la philosophie, un bloc citation. Tout ça, c'est passé en validation client. Et l'avantage avec InVision, je ne sais pas si vous connaissez tous InVision, mais vous pouvez par exemple mettre des commentaires sur la maquette. Donc normalement, vous avez les liens cliquables, par exemple, sur le menu, qui permettent de dynamiser un petit peu les maquettes et ça permet aussi aux clients de passer de page en page pour être un peu moins perdu. Mais vous pouvez également appliquer un commentaire en cliquant sur la zone et en mettant, par exemple, ici, finalement, je ne veux pas de bloc citation, donc on supprime la citation. Et comme ça, après, nous, en tant que chef de projet, on passe le retour au directeur artistique. Là, en l'occurrence, pour les wireframes, généralement, c'est les chefs de projet ou l'UX designer qui s'occupent de faire les retours. Et ensuite, on repasse au client et on fait des retours itératifs au fur et à mesure jusqu'à temps que les wireframes soient validés. Ensuite, on passe à la partie maquette graphique. Donc pour les maquettes graphiques, l'idée, c'est qu'on montre au client exactement ce à quoi le site va ressembler. Et en l'occurrence, ça lui permet de se projeter avant de lancer le développement.
pour être sûr que la charte graphique est respectée, qu'on utilise le logo, que tous les textes soient à peu près bien placés sur le site et qu'ils aient également la possibilité de changer par exemple complètement le ton qu'on va donner au site ou les animations, etc. Donc là, en l'occurrence, il me semble que le directeur artistique avait maquetté l'animation du site. Donc normalement, je vous le montrerai en live, vous avez le logo au centre et vous avez un zoom sur le haut qui permet de rentrer sur le site. Et donc à partir de là, le directeur artistique crée complètement les maquettes pour que le client se projette et se rende compte de ce à quoi va ressembler son site de façon finale. Ce qui n'est pas forcément validé en maquette graphique, c'est les images et les textes, puisque généralement, en l'occurrence pour cette étape-là, là le client n'avait pas les textes, donc du coup, comme disait Claire, on met du lorem pour créer les emplacements de texte et se rendre compte de la place que ça va prendre sur le site. Donc, je vous montre un petit peu. Là, c'était la maquette de la home qu'on a redesignée. Un formulaire de newsletter, le footer, etc. Je ne sais pas si tous les termes que j'utilise sont clairs parce que j'ai l'habitude d'utiliser des termes un peu techniques dans notre métier. Et donc si jamais vous avez des termes qui ne sont pas clairs quand je vous les explique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On a fait une simulation également par exemple d'un sous-menu. Donc quand on cliquait sur la partie shopping, l'idée c'est qu'on ait un sous-menu avec le bouton de contact, les boutiques et les distributeurs par exemple. C'est ce qui permet de valider avec le client le sous-menu. La page qui était maquettée ici, donc la marque en l'occurrence. Il y a deux solutions quand on fait des maquettes graphiques. Soit le client a les contenus texte et les photos, donc on peut utiliser ses photos ou son texte. Soit le directeur artistique choisit n'a pas de contenu particulier ou de photos. Et en l'occurrence, il peut sélectionner des photos soit sur des banques d'images libres de droit, soit on fait faire un shooting photo aux clients s'ils en ont besoin, mais on essaye de faire en sorte que les sites soient maximum personnalisés et d'avoir des photos qui correspondent vraiment à l'identité du client. En l'occurrence, ici, il me semble que c'était des photos du client et les textes avaient commencé à être remplis en face de maquettes graphiques. Ensuite, on passe à la pré-prod. Hop. Donc, généralement, la pré-prod, c'est c'est sur notre serveur Adveris. Nos développeurs, une fois qu'ils ont le logo du client, développent sur notre serveur et du coup transposent les maquettes graphiques en code HTML, CSS, etc. sur notre serveur de pré-prod. Donc comme le disait Claire, c'est un serveur qui est bridé entre guillemets avec un htaccess pour éviter que tout le monde puisse accéder à la pré-prod. Et on donne ces accès aux clients pour qu'ensuite, une fois que le site est développé de notre côté et recetté, pour que le client puisse regarder, voir si ça lui plaît, voir en l'occurrence si les couleurs sont bonnes, si les animations lui plaisent. Donc là, vous voyez un petit peu par rapport aux maquettes graphiques, il y a eu un changement quand même assez conséquent, puisque comme on vous l'a présenté en début de présentation, on fait partie aussi on est agence Awards et du coup on soumet certains de nos sites sur Awards et pour ça il faut qu'il y ait des contraintes un peu techniques en termes d'animation ou en termes de travail de développement. Il faut que le site soit assez fluide, etc. Du coup on est parti des maquettes, on les a développées, le client a validé ces maquettes. On les a développés. Et une fois que la pré-prod était finalisée, juste avant de mettre en prod, on leur a demandé si on pouvait pousser un petit peu les animations sur le site. Et du coup, vous avez des animations qui ont été travaillées dans l'idée de garder des objets astronomiques. Donc vous avez le curseur qui est dynamique, vous avez le slider qui est dynamique. Et en phase de recette, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte un petit peu aussi à la demande du client. Par exemple, sur ce slider, le client trouvait que c'était pas assez fluide, qu'on ne comprenait pas qu'il fallait slider de droite à gauche. Du coup, on a rajouté des flèches sur le curseur pour que ça soit un petit peu plus instinctif pour les utilisateurs. Donc ça, c'est des exemples assez concrets. Là, les animations étaient travaillées un peu plus poussées. On a un effet de smooth scroll et de parallaxe quand vous glissez sur le site. Vous avez les images qui glissent les unes avec les autres.
Donc ça, c'est des animations qu'on met en place sur des sites. Sur à peu près tous les sites, on met des animations en place et il y en a qu'on pousse un peu plus que d'autres. Et en l'occurrence, sur ce site, on a un petit peu poussé les animations pour pouvoir le présenter sur le site Awards. Et donc ensuite, vous voyez donc, le site en prod. Donc quand vous voyez le site en prod, vous voyez qu'il n'y a plus l'URL avec Adveris dedans. Donc le site est bien mis en ligne et il n'appartient pas à Adveris, il est sur le serveur du client et le client y a accès et peut le modifier. Et donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont évolué, que le client a complété par exemple ses collections. Hop. Après, il peut compléter ses textes, etc. Donc généralement, il le fait avant la mise en ligne. On met le site en ligne une fois que tous les contenus et tous les objets sont mis en ligne. Et ensuite on peut mettre en prod. Et là, le client, maintenant, à l'heure actuelle, est complètement libre sur son site. Il peut modifier ses contenus, ajouter des pages, supprimer des pages. Il y a juste les fonctionnalités qu'on n'a pas pensées au démarrage, qu'on peut rajouter si on a une maintenance avec le client ou si on a encore un peu de temps et qu'en termes de budget, ça ne dépasse pas le budget initial, on peut rajouter soit des fonctionnalités, soit faire évoluer le site au fur et à mesure. Je crois que j'ai été un petit peu vite, donc j'imagine qu'il y a des questions. Oui. Alors, les questions. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, tu fais vite. Oui, je veux bien. Alors, du coup, on a plusieurs questions sur la méthodologie agile. Est-ce qu'on travaille en méthodologie agile? Donc, on a une question de Laetitia et une question de Paul à ce sujet. Ok. Alors, généralement, chez Adveris, comment on fonctionne ? On fonctionne souvent en validation d'étapes. Donc, comme vous l'avez expliqué, Claire, on fait les wireframes, on fait les maquettes graphiques, et ensuite, on fait la phase de développement. En termes de méthodologie, on essaie de valider chaque étape pour éviter de revenir à une étape ultérieure parce que ça nous fait économiser un gain de temps quand même conséquent. Il s'avère que sur certains projets, là je vois la question sur les sprints, sur certains projets où en fonction des clients, dans mon équipe de chefs de projet, il y a eu le cas sur d'autres sites où en fait les clients ont besoin de tant de pages ou de tant de fonctionnalités dans un laps de temps ou dans un temps défini. Du coup, ce qu'on fait, c'est que c'est quand même sur des gros projets qu'on fonctionne comme ça, mais on établit un lot 1, par exemple, en disant je veux que la fonctionnalité, je veux que mon e-commerce, il ait tant de produits et que je puisse faire la livraison d'ici telle date. Et du coup, on fonctionne avec des lots. Généralement, on fait un ou deux lots et on convient de certaines fonctionnalités ou de certaines pages qui doivent être livrées à une date précise. Mais c'est rarement c'est souvent sur des gros projets. Oui. C'est pas le cœur. Voilà, c'est pas le cœur de nos projets. Si on regarde bien, c'est souvent sur des sites e-commerce. Des sites e-commerce ou des grosses symphonies qui nécessitent des fonctionnalités développées et comme on sait que ça prend pas mal de temps, on fonctionne au fur et à mesure. Après on peut aussi avoir le cas de clients qui ont une échéance où vraiment ils ont une échéance hyper importante et ils nous disent bah voilà, même si j'ai pas tout, je veux au moins qu'à telle date j'ai ma home, j'ai ma page qui sommes-nous et j'ai un formulaire de contact par exemple. Et donc on va travailler pour livrer ça à la date précise et puis après ils nous donnent la deuxième échéance et on travaille le reste du site pour la deuxième échéance. Mais voilà, la méthode agile c'est pas notre on n'a pas une typologie de clients qui va fonctionner comme ça. On a plus des clients qui ont un besoin précis pour un site et on va livrer quasiment tout au même moment. Alors, il y a une autre question de Baptiste qui demande quels outils utilisez-vous pour le développement à plusieurs? Alors effectivement, on travaille avec GitLab. Tous nos devs, tous les devs sont sur Git, tous nos projets sont faits avec GitLab. Et nous, côté gestion de projet, ça nous permet de créer les tickets. Il se peut qu'on ouvre les droits du Git au client pour que lui-même crée les tickets de recettes dans Git. Mais tous nos clients ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil, donc on a plutôt tendance à le garder pour nous et nos échanges avec les devs. Et c'est comme ça que nous, on va faire nos recettes. Et eux, côté dev, ils ont toutes leurs branches. Ils sauront mieux que moi définir ça. Mais voilà, effectivement, on utilise GitLab. Ensuite, on a une question de Sylvie qui nous demande est-ce qu'on vérifie les droits à l'image lorsque le client vous les fournit?
Alors généralement pardon, on essaie de respecter les distances au mieux. Généralement pour les droits à l'image, ce qu'on fait c'est qu'on s'assure, on pose la question au client en disant est-ce que vous avez bien vérifié que les droits à l'image ont été pris. De notre côté, c'est pas pris en charge de notre côté puisque les clients nous fournissent leur texte et leur contenu, leurs médias, etc. J'ai le cas en l'occurrence sur un de mes sites dans le médical où en fait dans les images qu'on va mettre sur le site, il y a des photos des membres de l'équipe ou des membres du personnel en train de travailler, etc. Et en l'occurrence, la cliente a fait en sorte d'avoir l'autorisation d'utiliser les photos de ses employés et elle a fait une autorisation sur 10 ans. Enfin, tout ce qui est autorisation, droit à l'image, etc., c'est géré par les clients. Après, nous, c'est notre rôle de conseil de leur dire est-ce que vous avez bien vérifié les crédits photos, etc. Mais ça, c'est pas à notre charge dans tous les cas. Alors... Il y avait des questions, je crois, un peu plus haut qu'on n'a pas vues sur... il y avait une question sur Drupal et sur... voilà, il y avait une question de Gabriel sur quel CMS pour un site avec service de vente de billets. Donc en l'occurrence, effectivement, tout à l'heure, je montrais le musée Grévin il est fait avec Drupal. Effectivement, c'est une plateforme qui était trop conséquente pour passer sur un WooCommerce et même sur un PrestaShop. Je crois que la question s'est même pas posée, mais en tout cas, la techno, c'est Drupal derrière le musée Grévin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, montrer l'admin. Ah oui, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a une question de Paul qui disait, et pour le CICD, alors peut-être que j'ai peut-être pas la ref. Ouais. Donc Paul, n'hésite pas à mettre dans le chat un peu plus d'explications sur ta question. Alors, je repasse à la partie PDF et je me remets sur le document. C'est notre premier live, c'est un petit peu chaotique, mais ça va. Donc, pour le back-office WordPress, je vais le mettre là. Pour le back-office WordPress, ce que j'ai essayé de faire, c'est des captures d'écran d'un back-office classique. Donc, pour ceux qui connaissent, vous allez vous y retrouver un petit peu. Donc, vous avez toujours le tableau de bord qui est la page d'atterrissage du WordPress, une fois que vous êtes connecté. Et ensuite, vous avez différents onglets qui sont natifs à WordPress, notamment les articles, les médias, les pages et tout ce qui est apparence menu, utilisateur, extension, etc. Et donc, ce que vous allez avoir de personnalisable, généralement créé par Adveris, c'est tout ce qui s'appelle des custom post types. Donc, c'est des onglets qu'on va créer dans le tableau de bord qui vont permettre de correspondre aux besoins du client. Par exemple, en l'occurrence, pour ce tableau de bord, le client avait besoin d'avoir une liste de métiers, une liste de services, une liste de projets. Et donc, on les a développés exprès pour le client. Et du coup, il pourra renseigner toute la liste de ses métiers dans l'onglet métiers, évidemment, toute la liste de ses services dans l'onglet services, etc. Donc ça, vraiment, c'est personnalisable. C'est en fonction du brief client de départ. C'est pour ça que c'est important pour nous de faire les kick-off, donc les réunions de prise de brief. Les newbies, les directeurs de clientèle le font déjà en avant-vente. Ils prennent le besoin du client. Et nous, ce qu'on fait ensuite, on fait une réunion avec le client et le directeur de clientèle qui a suivi le projet pour qu'on puisse évaluer les différents besoins du client et qu'on puisse réfléchir un petit peu en amont à comment on va mettre en place le back-office. Cette prise de brief, on va la transmettre au développeur quand il va commencer le développement et la création du back-office pour qu'il puisse justement du coup créer ses custom post types et réfléchir à comment il va structurer le back-office. Nous, on prend la prise de brief et on la transmet au développeur. Et ensuite, le développeur, lui, c'est celui qui va penser le back-office et faire en sorte qu'il soit le plus intuitif possible. Hop. Donc par exemple, là je me suis mis sur une page WordPress. En l'occurrence, ce qu'on fait sur les pages WordPress pour que ça soit le plus intuitif possible, là c'est une page de présentation de l'entreprise. Et nous on crée, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent peut-être déjà, on crée des champs ACF. Donc c'est des champs qui sont personnalisables et qui sont créés en fonction du besoin du client. Donc par exemple, alors j'ai peut-être un petit peu trop coupé l'image, mais vous avez un titre sur la page, vous avez ici en l'occurrence un texte pour expliquer les chiffres clés, une image
des chiffres clés qui vont défiler. Si vous avez sur Cassium, si vous vous rappelez un petit peu des maquettes et du site, par exemple, une page pour Cassium, ça aurait été, en l'occurrence, le titre en haut pour donner le nom de la page, une image d'arrière-plan pour faire la bannière, ou le héros, comme vous voulez. Et ensuite, vous avez, par exemple, ici, vous aurez un champ produit, un champ nom du produit, un champ description du produit, par exemple, et un champ lien. C'est juste qu'en fonction du besoin du client, on adapte les champs ACF et on crée différentes pages en fonction on crée des templates de pages avec des champs ACF particuliers en fonction des templates de pages. Si j'ai une page présentation, le développeur va créer un gabarit présentation et dedans, il va mettre tous les champs qui correspondent à la page présentation. Et ce gabarit permettra d'être utilisé pour cette page-là précisément. Ensuite, il créera un autre gabarit pour la page produit, un autre gabarit pour la page contact, etc. Et ensuite, je vous ai mis une fonctionnalité plutôt classique, c'est la galerie des médias sur WordPress qui permet d'héberger tous vos médias, que ce soit des logos, des contenus PDF ou alors des vidéos. Vous uploadez tous vos contenus sur la galerie des médias et ensuite vous les retrouvez et vous pouvez les mettre sur vos pages, en l'occurrence pour faire l'appel à la photo ou à la vidéo que vous voulez mettre en avant sur la page. Je crois qu'on a fait le tour pour le back-office. Est-ce qu'on a des questions ? Alors, il y a une question de Selma qui demande si on a eu des formations spécifiques en plus de notre parcours scolaire universitaire. Et si oui, lesquelles ? Alors, en l'occurrence, je vais laisser Claire commencer et puis je ferai après. Alors moi, de mon côté, non, pas du tout. J'ai concrètement, clairement appris sur le tas et par l'expérience le web. Je viens au tout début de ma carrière, j'ai commencé dans le print, donc rien à voir. Et puis ensuite, j'ai intégré une autre agence justement avec cette volonté de faire du web. J'ai commencé à faire mes armes sur WordPress, à comprendre comment fonctionnait WordPress, qu'on pouvait faire avec WordPress. Et ensuite, j'ai intégré Adveris où là, j'ai encore plus développé mes connaissances et compétences sur le domaine. Margot n'a pas le même parcours, donc du coup, elle va vous présenter le sien. Mais moi, concrètement, mes compétences et connaissances web viennent clairement de mon expérience professionnelle. Alors, pour ma part, vous avez peut-être le même parcours que moi en l'occurrence. J'ai commencé, donc j'ai fait un bac classique général. Ensuite, j'ai fait un DUT, donc technique de commercialisation, quelque chose d'assez générique. Et donc, je me suis orientée vers le marketing et la communication en bachelor. Et je voyais vraiment que le web prenait une part importante dans les tendances et quand on cherchait un emploi, le web était un peu partout, quel que soit le secteur. Du coup, j'ai fait un master en marketing digital et business. Et c'est dans ce master-là que j'ai développé mes compétences en digital, notamment tout ce qui était... j'ai un peu vu tout ce qui était web marketing, j'ai vu comment faire des wireframes, j'avais utilisé un petit peu toute la suite Adobe, etc. Donc je pense qu'en l'occurrence, c'est un peu les écoles maintenant font des programmes comme ça, donc vous avez certainement un parcours à peu près similaire, mais j'ai fait un master vraiment spécialisé dans le digital. Et après, j'ai fait en alternance d'ailleurs, tous mes diplômes ont été faits en alternance. C'est ce qui m'a permis de valider un peu mon envie de travailler dans le digital. Peut-être que si j'avais pas fait d'alternance, j'aurais pas trouvé le digital tout de suite. Mais du coup, à sortie de mon master, je suis allée candidater chez Adveris. Et donc, je suis chez Adveris depuis la sortie de mon master. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce qu'on apprenait en classe et dans le monde de l'entreprise était forcément différent. Je ne sais pas quels sont les cours que vous avez actuellement, mais j'ai eu des cours sur la gestion de projet, j'ai eu des cours sur du développement web, des cours sur tout ce qui est compétences graphiques, un peu d'Adobe, etc. Mais quand je suis arrivée chez Adveris, tout ce que j'avais vu déjà au sein de mon master, c'était vraiment des bases, entre guillemets, et j'ai vraiment appris dans comme disait Claire, au final, même si on n'a pas le même parcours, on apprend directement dans le monde professionnel, et c'est pour ça que l'alternance, je pense que c'est une bonne solution pour faire ses armes un petit peu, ce qui n'existait pas forcément avant, mais le monde de l'entreprise vous permet d'apprendre pas mal de choses, et en l'occurrence, les agences sont très formatrices parce que du coup, chez Adveris, on a tout en interne. On a de la créa, on a du développement et on a du web marketing. Du coup, même si c'est pas notre cœur de métier,
on peut comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a sur les différents sujets et on peut également apprendre des uns des autres puisque moi, en tant que chef de projet, je ne connais pas le développement, ni la créa, ni le web marketing. Mais en échangeant avec mes collègues sur les projets, maintenant, j'arrive à anticiper les besoins que peuvent avoir un client, où je peux comprendre s'il y a des bugs, où je peux comprendre s'il manque des aspects graphiques. Ça permet d'éduquer son œil et du coup d'anticiper un petit peu plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est la slide d'après, c'est la fin. Ah oui. C'est juste j'en avais marre de voir les logos. Non, vas-y. On peut se mettre en tableau peut-être. Ah oui, oui. On n'y a pas pensé. On n'est pas au point. Oui, juste que je voulais dire effectivement sur la partie gestion de projet et vie d'agence. Alors, et encore que Margot, de par sa formation, avait vu quand même vraiment du pratique. Tu avais vu WordPress, tu avais eu des cours de dev et ainsi de suite. Mais c'est vrai que ça ne remplacera jamais ce que vous pouvez vivre quotidiennement sur le terrain, entre guillemets, même si on n'est que en agence de web, en agence digitale. Mais clairement, là, on a parlé des grandes étapes de la création d'un projet, d'un site web. Il faut bien avoir en tête le rôle du chef de projet dans tout ça. C'est que concrètement, le chef de projet, en fait, il intervient à tous les moments. Il est au début, au moment de la prise de brief, il est sur les maquettes fonctionnelles et les specs, il est sur la partie graphique, c'est lui qui brief, c'est lui qui fait les allers-retours, il brief les devs, il fait la recette, il est en interface client vraiment tout au long du projet aussi. Et du coup, ça c'est la particularité de l'agence et aussi d'Adveris d'avoir tous les corps de métier intégrés, mais c'est vrai que ça permet d'apprendre vite et beaucoup, vraiment en peu de temps, effectivement. Il y avait une autre question sur... alors, est-ce qu'il reste de la place pour intégrer un chef de projet junior, demande Zouer. Alors, je ne suis pas la DRH, mais rien n'empêche d'envoyer une candidature à recrutement@adveris.fr. Elle sera étudiée par Alexandra, qui est notre directrice des ressources humaines. Selma qui voulait... Alors voilà, sur la communication et sur la prospection. Alors concrètement, communication, donc alors pour le coup Margot aussi intervient sur la com de l'agence, donc elle pourra vous en parler un peu plus, mais on est présent forcément sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. On a fait un gros travail, on a refait notre site web là il y a un an. On a fait un gros travail de SEO aussi, on est référencé sur des mots-clés vraiment spécifiques. On a un gros travail de retargeting aussi qui est fait. Si vous tapez Adveris, il y a des chances que vous nous revoyez passer pendant quelques temps dans vos différentes recherches. Et en fait, pour répondre plus spécifiquement à la question de la prospection, on a la chance, de par toute cette stratégie qu'on met en place, de recevoir beaucoup de demandes entrantes. On fait quand même de la prospection active, rien n'empêche, mais on reçoit beaucoup de demandes entrantes où ce sont les dire-clics qui se les répartissent en fonction du secteur, en fonction du sujet, en fonction de leur charge de travail aussi, et qui vont répondre aux différentes demandes. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot plus particulièrement sur la partie com. Sur la partie communication, en l'occurrence, comme l'a dit Claire, il y a deux types de communication. Il y a la communication assez corporate pour qu'on ait la visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux et effectivement un but d'acquisition de leads, etc. Donc vous avez toute la partie corporate où il y a du retargeting qui est mis en place, il y a du SEO sur le site internet pour que vous nous voyez en partie corporate. Et après, on a un peu la communication sur les réseaux sociaux, sur la vie d'agence, sur les réalisations qu'on fait, sur l'éveil créa qu'on fait, des aperçus de maquettes. On essaye de faire en sorte de donner envie aux gens de rentrer dans le monde des agences et de voir un peu comment ça se passe chez Adveris au quotidien. On communique généralement sur tous les réseaux sociaux et on essaye
de mettre en avant les réalisations qu'on a faites ou, en l'occurrence pour le recrutement, on a des posts recrutement, on a une page Welcome to the Jungle, etc., Job Teaser. Donc du coup, on a un peu une communication en fonction des différents besoins. Une communication un petit peu cool sur les réseaux sociaux pour la vie d'agence, etc. Une communication un petit peu plus orientée pro sur les réalisations, sur les demandes de devis et puis les besoins clients. Et on essaye de faire ça de façon générale pour que tout le monde y trouve son compte. Alors... comment faites-vous pour analyser vos performances? Quels sont vos KPI? Alors, je pense que Claire, tu auras la réponse à tout ça. Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par performance, si c'est les performances du site. On utilise des outils du type GTmetrix. Déjà, avant qu'un site soit mis en ligne, on le passe forcément dans GTmetrix. On vérifie déjà le score qu'il obtient. Si le score n'est pas bon, on passe en optimisation. Donc, c'est souvent des optimisations au niveau du poids des images. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... on a le poids des images, le temps de chargement. Le temps de chargement, voilà. Donc là, c'est les devs qui réinterviennent pour optimiser. Et après, si c'est performance de trafic, c'est tout simplement... alors là, la partie web marketing, c'est moins ma partie, mais voilà, on utilise Google Analytics, tout simplement, voilà, pour suivre voilà, notamment s'il y a une stratégie de référencement, pour vérifier qu'on est bien positionné sur les bonnes requêtes. Et ils ont tout un panel d'autres outils que je maîtrise moins, mais voilà, enfin, en tout cas côté gestion de projet, c'est sûr qu'on vérifie à minima tout le temps le GTmetrix, voilà. Ensuite, on a Kevin qui nous demande si le chef de projet s'occupe de plusieurs projets en simultané et combien en moyenne. Alors oui, le chef de projet s'occupe de plusieurs projets en simultané pour répondre à la question de Kevin. Chez Adveris, on est sur 8-10 projets en même temps pour un chef de projet. Donc c'est une charge assez conséquente. On va pas se mentir. Mais tous ne sont pas au même point. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet où vous êtes au tout début, donc vous êtes en train de faire vos maquettes fonctionnelles, et en même temps vous pouvez en avoir un où vous êtes vous êtes en recette, il est quasiment fini, il va sortir, et voilà, il va sortir vous de votre pipe. Mais c'est environ 8-10 projets. Et il faut savoir aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on propose forcément à la fin d'un projet, on propose forcément à nos clients une maintenance. Donc libre à lui de le prendre, de ne pas la prendre. On a différents forfaits de maintenance. On va avoir une maintenance toute simple où on va juste, notamment sur un WordPress, on va juste une fois par mois mettre à jour le WordPress et vérifier que tout est bien opérationnel et que tout fonctionne toujours bien. Et après, on a des maintenances plus conséquentes de quelques heures ou quelques jours par mois. Même sur des grosses infos, on peut être par exemple sur 2 jours, 4 jours par mois. Où là, au-delà de l'aspect juste vérifier que le site fonctionne toujours bien, on va enrichir le site avec des évolutions. Donc ça peut être, et quand je dis évolution, c'est pas forcément évolution technique pure. Ça peut être du coup, on se rend compte qu'en fait en SEO, effectivement, on pêche sur une requête, et du coup, dans le forfait de maintenance, on va venir retravailler le SEO et apporter des optimisations de ce point de vue-là. Ça peut être, le client se rend compte qu'il y a un gabarit dont il a besoin, il n'avait pas pensé au début, ou il a une nouvelle activité qu'il veut mettre en avant, donc il faut travailler un nouveau gabarit. Là, on repasse maquette fonctionnelle, maquette graphique, un TDev et ainsi de suite. Et donc, pourquoi je parle des maintenances, c'est juste pour dire que c'est aussi dans le giron du chef de projet. Qu'au-delà des 8-10 projets actifs et vraiment qui demandent du travail au quotidien, chaque chef de projet a aussi dans son portefeuille des maintenances, donc souvent des maintenances de sites sur lesquels il a travaillé, par logique, et voilà, et du coup en fonction de la taille de la maintenance, forcément ça lui prend plus ou moins de temps, mais voilà, c'est aussi à prendre en compte. Alors, on a Chloé qui nous demande ce qu'on conseille comme formation post-bac pour être développeur ou du moins dans les métiers du digital. Alors, je vais peut-être pouvoir vous aider un petit peu. Alors, pour ce qui est de la partie développeur, évidemment, je ne vais pas être la meilleure pour répondre à cette question. Vous pourriez peut-être aller voir sur notre... Enfin, vous pourriez peut-être nous demander en message privé
sur notre page Facebook, et du coup je me renseignerai avec tous les développeurs qu'on a à l'agence. De mémoire, il me semble qu'il y en a certains qui ont fait l'EMI. Oui. Après, j'ai pas de... Là, comme ça, je pourrais pas vous dire, je sais qu'il y a 42, etc. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire, de ce dont vous avez besoin. Les gobelins aussi. Il y a les gobelins, etc. Enfin, après, tout dépend de ce que vous avez besoin, enfin, de ce dont vous avez envie en termes de programme et en termes d'accompagnement. En l'occurrence, 42 est beaucoup plus... Enfin, vous laisse beaucoup plus autonome, et EMI et les gobelins, c'est une formation plutôt classique. Vous pouvez être accompagné par des professeurs. Mais par contre, pour les métiers du digital, alors je vais vous parler des écoles que moi j'ai faites et que je connais du coup. J'ai fait PPA pour mon bachelor, qui propose maintenant, il me semble, en master ou en bac plus 3, qui propose une spécialisation marketing digital. Et pour mon master, j'ai fait le CITV. Le CITV qui est une école spécialisée pour le coup dans le web. Donc vous avez la branche audiovisuelle qui peut plus tendre sur des postes de journalistes, etc. Tout ce qui est communication audiovisuelle, communication audiovisuelle. Et j'ai fait le master marketing digital et e-business, qui se rapproche un peu plus de tout ce qui est chef de projet web marketing, de façon globale sur les cœurs de métier du web. Et après, comme ça, vous avez certainement d'autres écoles qui font maintenant soit qui sont toutes généralistes et qui ont une branche digitale qu'ils ont développée, soit maintenant des écoles spécialisées dans le web. En l'occurrence, j'ai fait le CITV. Alors, quel est votre effectif dans l'agence Adveris ? Il me semble qu'on est entre 40 et 50 à l'agence. 40-45. Voilà, 40-45 à l'agence. On est en chef de projet, on est à peu près 7. Après, en web marketing, c'est pareil, ils sont 5-6. Et après, en dev, on a... une quinzaine de personnes. Entre les dev front et les dev back, ça fait Voilà, en dev, on a une quinzaine de personnes. Donc, vous avez les dev front qui s'occupent de toute la partie visible du site et back-office, par exemple WordPress. Et ensuite, vous avez les dev back qui s'occupent de tout ce qui est architecture de base de données, tout ce qui est interfaçage API. Ils vont vraiment réfléchir à des fonctionnalités un peu plus poussées qui ne peuvent pas être prises en charge par un développeur front. Et ensuite, vous avez 6 personnes si on prend Thomas, 6 personnes en créa. Et puis le newbies. Et le newbies, oui, pardon. J'ai oublié le newbies, s'ils sont là, ils vont me tuer. Le newbies qui représente à peu près 4-5 personnes. Et la partie administratrice, je vais me faire tuer. La partie administration, donc, qui comprend notre DRH et tout ce qui est office manager. On a quelques stagiaires qui nous permettent de travailler sur tout ce qui est office management, community happiness, pardon. Et après, on a les 3 directeurs associés. Alors... Avez-vous des conseils de formation en ligne ou des livres pour s'initier en tant que novice ? Alors, Claire, je pense que tu auras peut-être aussi des réponses à ce niveau-là. Pour ma part, quand je me suis renseignée sur des formations supplémentaires autres que mon métier, j'avais regardé sur Open Classroom, j'avais regardé sur Skilleo et j'avais regardé sur Udemy. Nous, on a accès à quelques cours aussi avec l'agence sur Udemy. Donc ça, c'est des plateformes qui sont plutôt basiques. Après, je sais qu'il y a des podcasts. Sur des thèmes ou sur de la gestion de projet ou des choses comme ça. En l'occurrence, pour de la gestion de projet, je pense qu'il y a pas mal de choses pour apprendre à gérer un projet, prioriser. Oui, disons qu'effectivement, la gestion de projet, et je sais qu'on avait fait une présentation aussi, le CITV justement, et plusieurs élèves à la fin étaient venus me voir en disant, moi concrètement, j'ai pas d'expérience, comment je peux postuler, qu'est-ce que je peux... mettre en avant quand vous êtes au début comme ça de votre carrière et que vous cherchez un premier poste ou une première alternance par exemple. Moi ce que je conseille c'est de vraiment valoriser les compétences, c'est-à-dire qu'en fait un chef de projet concrètement il faut qu'il soit organisé, c'est la base. Il faut qu'il soit curieux parce qu'il n'est pas tout seul à son poste, il interagit avec plein de personnes, donc s'il n'a pas la curiosité de savoir ce que les autres font, clairement ça ne marchera pas.
Donc organisation, la curiosité et je dirais, et surtout dans le monde de l'agence et surtout dans le monde digital, c'est être débrouillard, voilà, savoir apprendre par soi-même. Moi, quand j'ai démarré dans le web, je venais du print, j'avais fait 3 ans de print, j'avais vu un tout petit truc en web, mais clairement, on va pas se mentir, j'y connaissais rien du tout. J'ai été mettre les mains dans le cambouis, j'ai été voir un back-office WordPress, comment ça fonctionnait, je m'en suis installé un, je m'étais pris un serveur, un nom de domaine, un machin, un truc, concrètement pour voir un peu comment ça se passait. Bon, depuis, c'est... Voilà, j'ai pas renouvelé, mais en tout cas, voilà, et c'est sûr que si vous n'avez pas la curiosité d'aller voir comment ça fonctionne, comment on intègre du contenu, comment on crée créer des champs, c'est pas le chef de projet qui le fait, c'est le dev, mais en tout cas, l'important c'est d'avoir la curiosité et l'ouverture d'esprit. Et effectivement, d'aller sur Open Classroom, de s'inscrire à des newsletters pour voir ce qui se fait dans le domaine du digital d'une manière globale. Vous avez l'ADN, vous avez le blog du modérateur, voilà, BDM, je suis en train de chercher, le blog du modérateur, voilà, vous avez plein de supports comme ça, et notamment, et je crois que justement c'est le blog du modérateur, dans leur newsletter, à chaque fois, ils vous mettent en avant des formations, alors gratuites ou payantes, ils présentent souvent des outils qui peuvent être intéressants aussi à aller voir comment ça fonctionne, et surtout ils ont une grosse actualité sur notamment tout ce qui est Google Analytics, tout ce qui change en web marketing, voilà. Et même nous à notre niveau, voilà, on est inscrit, en tout cas moi, j'imagine Margot aussi, on est inscrite à des newsletters, on regarde régulièrement ce qui se fait, et ça nous permet, et je parle notamment de Google Analytics parce que là il y a un gros changement qui est en train de se faire, et notamment sur les performances des sites, il va y avoir un gros changement qui va être opéré d'ici 6 mois, et voilà, et on l'a repéré, et on a parlé avec l'équipe web marketing, et on a eu une première présentation. Et ça impacte le chef de projet certes, mais ça va aussi impacter la créa, l'intégration et ainsi de suite. Donc c'est important de rester en veille permanente, surtout sur un domaine comme ça qui évolue aussi vite. On avait une question. Je voulais faire une petite dédicace à Timothée, que je n'ai pas rencontré personnellement, mais qui je sais est un ancien d'Adveris. Donc je le remercie d'être présent ce soir. On avait une question de Noëlla qui voulait savoir s'il est préférable d'intégrer une école de commerce ou une école de communication pour travailler dans le digital et quelles conséquences ça peut avoir sur notre CV aux yeux des recruteurs. Alors, à ce niveau-là... On aurait dû faire venir Alexandra avec nous. À ce niveau-là, je pense que vous pourriez peut-être voir, Alexandra, notre DRH, fait des jobs... Enfin, elle aide les étudiants à faire son CV et à également faire des entretiens. Ouais, elle intervient souvent dans des écoles, effectivement. Moi, concrètement, pour répondre à la question... je sais pas, je saurais pas en toute franchise, je saurais pas vous dire si école de communication ou école de commerce a un impact sur le recrutement. Dans tous les cas, dans chacune des deux écoles, vous allez faire des stages et j'aurais tendance à dire qu'en fait c'est plus vos stages qui vont faire la différence. L'une comme l'autre vont vous apporter des compétences. Alors certes, école de communication, vous allez peut-être avoir plus de connaissances sur la gestion de projet, sur des premiers aspects du digital et ainsi de suite. En école de commerce, c'est peut-être pas... moi, ça fait un petit moment que j'ai fait mon école de commerce, donc voilà, clairement, il y a très peu de digital à l'époque. Maintenant, il y en a peut-être plus dans les cursus, mais concrètement, voilà, il faut aussi bien avoir en tête vos stages. Moi, en l'occurrence, je participe au recrutement des chefs de projet. En l'occurrence, le recrutement de Margot, j'ai grandement participé. Voilà, j'étais dans la liste, dans les entretiens avec Margot. Et Margot, en plus, avait fait de l'alternance. Donc moi, honnêtement, je serais même incapable de vous dire ce qu'elle avait fait en formation. Moi, je suis allée chercher sur ce qu'elle avait fait en stage et en quoi on pouvait. Alors, c'est pas forcément des connaissances, parce que comme je disais, les connaissances, on les acquiert aussi sur le terrain. Mais en tout cas, c'est aussi en termes de compétences. Est-ce qu'elle avait été amenée à gérer plusieurs choses en même temps, à être en contact avec un client ou pas? Est-ce que, bon, alors en l'occurrence, comme on est quand même dans le digital, j'avais quand même été chercher savoir quel type de sujet, parce que le digital, ça peut être hyper varié. Et là, moi, pour la partie gestion de projet, je cherche quelqu'un qui connaît un peu tout ce qui est création et refonte de sites web.
elle avait également des connaissances en web marketing. Mais pour le coup, si elle avait voulu faire web marketing et si elle avait eu qu'un parcours web marketing, je l'aurais plus orientée vers le pôle web marketing chez nous. Je ne sais pas si on a raté des questions à ce niveau-là. Avant que Timothée nous fasse une petite dédicace. Non, après c'était sur les écoles. Ouais. Alors on va juste là attendre quelques minutes, voir si vous avez encore des questions. Et puis sinon, on va vous libérer. Et on vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux et d'avoir surtout posé autant de questions. Honnêtement, c'était super sympa parce que c'était beaucoup plus dynamique pour nous. Margot vous l'a dit tout à l'heure, c'était notre premier live. On avait fait une présentation comme ça, effectivement, en école devant je sais plus, il y avait une centaine d'étudiants. Donc, c'est pas la même, c'est pas le même exercice concrètement, vraiment pour nous. Donc là, voilà, c'était le premier. Donc merci, merci vraiment pour votre implication. En tout cas, c'était très agréable pour nous. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut arrêter là. Oui, je pense qu'on aura fini. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre ultérieurement. Oui, vous pouvez nous envoyer ça va être le petit moment communication. Vous pouvez nous envoyer, si vous voulez, vos questions ou vos... Donc, si c'est des questions sur notre Facebook, envoyez ça sur notre Facebook Adveris. Si c'est des demandes de postes, vous pouvez envoyer ça à l'adresse recrutement@adveris.fr. Et puis voilà, j'ai tout dit. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. bientôt. Merci. Au revoir.